Bonjour et bienvenue. ImpulseMap vous propose un nouveau tutoriel SIG, créer un trigger de suivi des mises à jour dans PostgreSQL et PostGIS. Grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre à créer un trigger pour pouvoir enregistrer et suivre les mises à jour effectuées au sein d'une base de données PostgreSQL. Et comme ImpulseMap est dédié au SIG, nous effectuerons ce tutoriel au sein d'une base de données détenant l'extension spatiale PostGIS et à partir de données à dimension géographique exploitables dans un SIG. La problématique du jour. Un SIG est développé à partir d'une base de données PostgreSQL et de son extension spatiale PostGIS. Pour ce tutoriel, la base de données s'appellera tutorial. Pour apprendre à créer une base de données spatiale dans PostGIS, vous pouvez suivre le tutoriel ImpulseMap, créer une base de données spatiale avec PostgreSQL. Vous retrouverez tous les tutoriels d'ImpulseMap dans la rubrique bavardage cartographique de notre site internet www.impulsemap.fr. Et vous trouverez notamment le tutoriel créer une base de données spatiale avec PostgreSQL et PostGIS que vous voyez détaillé ici étape par étape. Dans la BD tutoriel, on trouve deux couches SIG, la couche commune de type polygone qui décrit l'emprise de territoire administratif, ainsi que la couche interco de type polygone qui décrit l'emprise de l'union de ces territoires. Des modifications sont amenées à être effectuées au sein de ces deux couches de données. On souhaite pouvoir enregistrer au sein d'une table de la BD tutoriel un suivi des modifications, création, mise à jour et suppression effectuées sur ces deux couches SIG. La table où seront enregistrées ces actions sera appelée suivi. Ce tutoriel admet donc comme prérequis l'installation préalable du logiciel SGB des PostgreSQL et de son extension spatiale PostGIS. Ce logiciel est libre et gratuit. L'installation préalable d'un logiciel SIG permettant de lire des données PostGIS. L'utilisation d'un logiciel SIG n'est pas indispensable à la réalisation de ce tutoriel, puisque les mises à jour peuvent être réalisées directement dans PostgreSQL. Mais nous utiliserons QGIS pour faciliter la visualisation des données exploitées et améliorer la compréhension du tutoriel. QGIS est un logiciel SIG gratuit et open source. La détention de une ou plusieurs couches de données géographiques intégrées dans une base de données PostGIS. La mise en place d'un trigger PostgreSQL est valable aussi bien pour une comme pour plusieurs couches de données. Il peut s'agir de tables géographiques tout comme de tables simplement alphanumériques. Si les données sont spatiales, elles peuvent être de tout type, points, polylignes ou polygones. Pour ce tutoriel, nous utiliserons deux couches géographiques de type polygone, commune et interco. Ce sont des données fictives. Il vous faudra aussi maîtriser les bases du langage SQL de l'utilisation de pgadmin. Ce tutoriel n'a pas vocation à vous apprendre ces deux aspects, mais à vous aider, à partir de vos connaissances de PostgreSQL, PostGIS et du SQL, à mettre en place un trigger d'historisation des mises à jour. Nous allons maintenant suivre ce tutoriel pas à pas. Étape 1. Qu'est-ce qu'un trigger? Trigger est le terme anglophone pour signifier déclencheur. Dans un contexte de gestion de base de données, les triggers sont des objets qui déclenchent l'exécution d'une instruction lorsqu'une action, insertion, insert, mise à jour, update ou suppression, delete, est opérée sur la table à laquelle ils sont rattachés. Les instructions peuvent être exécutées soit juste avant l'exécution, par exemple before update, de l'événement déclencheur, soit juste après, exemple after delete. Un trigger exécute un traitement pour chaque objet impacté par une action de type insert, update ou delete. Donc si on modifie deux objets d'une table, les instructions déclenchées par le trigger seront exécutées deux fois, chaque itération traitant les données de chaque ligne objet l'un à la suite de l'autre. L'utilisation d'un trigger peut avoir de nombreux objectifs, et notamment celui de conserver une trace des opérations effectuées au sein d'une base de données. Ils permettent, entre autres, de créer une historisation des actions souhaitées. L'instruction permettra de le paramétrer pour réaliser un suivi. Ce suivi peut être réalisé au sein d'une table externe aux tables auxquelles seront affectés des triggers ou au sein des tables elles-mêmes. Afin d'alléger les données, de permettre plus de flexibilité et de centraliser cette historisation, dans le cadre de ce tutoriel, les actions réalisées seront enregistrées au sein d'une table appelée suivi. Étape 2. Présentation des données utilisées. Pour ce tutoriel, les données utilisées sont deux couches PostGIS de type polygone. La couche commune décrit l'emprise de territoire administratif fictif et la couche interco décrit l'emprise de l'union de ces territoires. On peut en voir la visualisation dans le logiciel SIG QGIS. Pour apprendre à ouvrir des données vectorielles gérées au sein d'une base de données PostgreSQL et son extension spatiale PostGIS dans QGIS, vous pouvez utiliser le tutoriel créé par ImpulseMap. Vous retrouvez tous nos tutoriels dans la section bavardage cartographique. Et nous vous proposons un tutoriel qui s'appelle afficher des données PostGIS dans QGIS. C'est donc ce tutoriel
où nous vous décrivons toutes les étapes pas à pas. Voilà. On peut observer les structures des deux tables en les ouvrant à la fois dans PostGIS et dans PostgreSQL. Par exemple, dans PostgreSQL, on va pouvoir avoir la structure des tables, par exemple la table commune. On voit qu'elle est composée d'un certain nombre de champs, les types de champs et leurs libellés. Si on regarde ce que ça donne dans QGIS, la table commune, ouvrir les données attributaires, on voit qu'elle est composée de 5 objets, qui sont 5 polygones, et la façon dont sont remplis les champs. De la même manière, on a la table interco, propriété. On peut voir l'ensemble des colonnes. Vous remarquerez qu'on retrouve les champs de la table commune. C'est tout simplement parce que la table interco est issue de la fusion de l'ensemble des polygones de la table commune. Voilà. Étape 3, structure de la table suivie qui contiendra l'historisation des actions. Dans le contexte de ce tutoriel, il est décidé de centraliser l'ensemble des actions opérées sur les deux couches, interco et commune, au sein d'une seule table. Cette table est nommée suivi. Afin de stocker les informations d'historisation, la table concernée par l'action, l'utilisateur, le type d'action, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur, la date et l'heure de la mise à jour, le détail de la requête, qui va être envoyé au SGBD, l'identifiant de l'objet qui a été mis à jour. La table suivie aura la structure suivante. On a tout d'abord un champ ID qui va être l'identifiant de la table suivie, qui va être rempli par auto-incrémentation de 1 en 1 grâce à une séquence qu'on créera ensuite. C'est donc la clé primaire, il ne contient que des valeurs uniques, il n'a pas le droit d'être nul. On a un champ schéma de type caractère qui va contenir le nom du schéma qui contient la table qui va être impactée par la mise à jour. On a un champ table aussi de type caractère qui va contenir le nom de la table qui est impactée par l'action. L'ensemble de ces deux champs vont être indexés. On a un champ utilisateur de type caractère qui va contenir le nom de l'utilisateur qui a réalisé l'action de mise à jour. On a un champ date qui va contenir la date et l'heure de l'action qui a été réalisée. On a un champ action de type caractère qui va contenir le fait qu'on ait soit une action de type insert, update ou delete. On va d'ailleurs restreindre la possibilité de valeur qui peut être prise par ce champ à soit la valeur i, soit la valeur u, soit la valeur d. On a un champ data origin qui va contenir la valeur prise par les données avant la réalisation de l'action, puis dans data nouvelle, la valeur des données une fois que l'action a été réalisée. Ces deux champs peuvent contenir des valeurs nulles, car en fonction si on est sur une mise à jour d'insert ou de delete, on peut avoir le champ soit data origin, soit le champ data nouvelle qui va rester vide. On a le champ détail mise à jour de type texte qui va contenir l'ensemble du texte de la requête qui a été envoyée au SGBD. Et enfin, on a un champ ID object de type integer qui n'a pas le droit d'être nul, qui va contenir les identifiants des objets qui ont été concernés par l'action. Il se trouve que dans notre base de données, l'ensemble des couches SIG contiennent un champ GID de type integer. Pour que ça fonctionne et qu'on puisse stocker l'action, il faut que l'ensemble des objets de votre base de données contiennent un champ ID construit selon le même format. Pour ce tutoriel, on va réaliser l'ensemble des actions directement en SQL. Mais il est possible, grâce à l'interface PGAdmin, qui est aujourd'hui dans sa version 4, de créer des tables, de créer des séquences, de créer des fonctions, de créer des index, ici, de créer également des triggers, de manière assistée. Étape 4, création de la séquence d'auto-incrémentation du champ identifiant de la table suivie. Au sein de la table suivie, le champ identifiant ID doit être rempli grâce à une auto-incrémentation opérant de 1 en 1. Pour la réaliser, nous allons créer une séquence que nous allons ensuite appliquer au champ ID. Alors, pour rédiger une séquence, allez dans une fenêtre SQL de PostgreSQL et rédiger ensuite la séquence suivante. Donc, on lui demande de créer une séquence dans le schéma public qui va s'appeler séquence suivie ID. On lui demande de s'incrémenter de 1 en
Le compteur commence à 1 puisqu'on vient de créer la séquence, on pourrait très bien le faire commencer à une valeur plus élevée. Ce compteur start va prendre progressivement la dernière valeur prise par le champ ID au fur et à mesure que la table suivie va être remplie. La valeur minimale, celle à partir de laquelle va commencer la séquence, est 1. La valeur maximum, j'ai mis 1 million. La table suivie va se remplir d'énormément de lignes. Si vous avez une base de données avec beaucoup d'objets et que vous effectuez beaucoup de mises à jour, donc je vous incite à mettre une valeur plutôt élevée, sinon après vous serez coincé. Une fois que vous avez rédigé cette séquence, il va falloir l'exécuter pour créer la séquence. Pour cela, vous allez dans Execute Refresh, vous faites un F5 dans votre fenêtre SQL. Hop. La requête s'est bien passée et si vous rafraîchissez, donc clic droit, refresh sur vos séquences, vous allez voir que la séquence suivie ID, c'est bien créé. Étape 5, création de la table suivie. Nous allons donc maintenant créer dans PGAdmin directement SQL la table suivie. Elle correspondra strictement à la structure que nous avons détaillée aux étapes préalables. Donc dans PostgreSQL, on ouvre une fenêtre SQL et on va rédiger la requête suivante. On crée une table dans le schéma public qui va s'appeler suivi. On crée un champ ID de type integer qui ne peut être nul et qui par défaut va être rempli par la séquence suivi ID qui est là, qu'on a créé à l'étape précédente. On crée un champ schéma de type caractère de précision 15 qui ne peut prendre une valeur nulle. Lui, il contiendra le nom du schéma de la table impactée par la mise à jour. On crée un champ non table type caractère de précision 50 qui ne peut être nul, qui lui va contenir le nom de la table impactée par la mise à jour. On crée un champ utilisateur de type caractère de précision 25 qui va contenir le nom de l'utilisateur qui a réalisé la mise à jour. Un champ date-heure de type timestamp qui va par défaut est rempli par une fonction locale timestamp qui va lui contenir la date et l'heure de la mise à jour de l'action réalisée sur l'objet. On va créer un champ action de type caractère de précision 1 qui n'a pas le droit d'être nul et qui, grâce à l'opérateur check, ne pourra prendre les valeurs que insert, delete ou u pour update. On restreint donc les potentielles valeurs prises par ce champ. On crée un champ data origin de type text qui lui contiendra les valeurs originelles avant la mise à jour et un champ data nouvelle de type text qui lui contiendra les valeurs après la mise à jour. On va créer un champ détail mise à jour de type text qui lui contiendra l'ensemble de la requête envoyée au SGBD lors de l'action. Et enfin un champ ID object de type integer qui lui contiendra le GID des objets concernés par les mises à jour. On crée une clé primaire qui va s'appeler pk suivi sur le champ ID. Et on lui dit d'utiliser le table space pgdefault. Et on crée ensuite l'ensemble des index qu'on estime nécessaires sur la table. Pour envoyer la requête et donc créer la table suivie, on n'a plus qu'à faire F5 ou execute. On a donc bien la requête qui a fonctionné et si on fait clic droit refresh sur les tables, on a normalement une nouvelle table qui a été créée qui s'appelle suivi, qui contient l'ensemble des champs qu'on a créés, l'ensemble des index qu'on a créés et ainsi que les contraintes. Étape 6, création de la fonction détaillant les instructions déclenchées par le trigger. La table suivie qui va stocker l'historisation des actions menées au sein des couches communes et interco de la BT tutoriel est maintenant créée. L'étape suivante consiste à créer la fonction qui va réaliser les instructions qui seront déclenchées par le trigger. C'est cette fonction qui va permettre d'indiquer la manière dont doit être remplie la table suivie. On décide d'appeler cette fonction suivi mise à jour. Donc de la même manière que les étapes précédentes, on ouvre une fenêtre SQL et on rédige la requête suivante. On crée donc une fonction dans le schéma public qui s'appelle fonction suivi mise à jour. Les choses importantes à comprendre, les variables ancienne valeur et variables nouvelle valeur permettent de stocker temporairement le temps de l'exécution de la fonction, puis définitivement dans la table suivie, les valeurs originelles des données avant l'action, qui est soit insert, update ou delete, et les valeurs prises par les données après l'action. La variable identifiant va permettre de stocker l'information de l'idée de l'objet concerné par la mise à jour. Nous souhaitons que la fonction puisse servir à historiser les mises à jour de plusieurs tables. Pour que cela soit possible, il faut qu'elles possèdent toutes le même nom de champ ID.
Pour la BD tutoriel, toutes les couches géographiques ont un champ GID qui s'alimente par auto-incrémentation automatique grâce à une séquence. TG-Hop permet de connaître le type d'opération qui a été lancé par le trigger, donc en fonction des 3 potentielles actions qu'on souhaite suivre, on va derrière indiquer de quelle manière on souhaite remplir, et ici la table suivie. TG Table Schéma va permettre de récupérer le nom du schéma qui est concerné par la mise à jour. Après, on a TB Table Name, qui est ici, qui va permettre de renvoyer le nom de la table qui a provoqué le déclenchement du trigger. Session User renvoie l'utilisateur à l'origine de l'action. Current Query renvoie le texte SQL de la requête de mise à jour effectuée sur la table à laquelle est rattaché le trigger. Donc, si on comprend bien ce qui se passe, si l'action renvoyée est de type update, alors on va demander à ce que soit rempli dans la table suivie, avec la structure qu'on a créée auparavant, les valeurs récupérées sur le schéma et la table qui sont impactées par la mise à jour, le nom de l'utilisateur qui a lancé cette mise à jour. La fonction substring, c'est une fonction texte qui permet d'extraire une sous-chaîne de caractères. En fait, elle fonctionne en récupérant sur une variable le nom, le premier caractère à partir duquel on veut récupérer la sous-chaîne et le nombre de caractères derrière qui va suivre. Or ici on a donc TG-Hop qui va renvoyer soit update, soit delete, soit insert, et souvenez-vous, dans la structure de la table on veut soit un I, soit un D, soit un U. Donc là ce qu'on récupère grâce à cette fonction, c'est sur l'update, on lui demande de partir du premier caractère et de ne conserver qu'un seul caractère. Donc on gardera bien notre U, notre D et notre I tout simplement. Donc si on a un update, on va insérer dans la table suivie à la fois l'ancienne valeur des variables et la nouvelle valeur des variables. Si on a un delete qui est opéré, on aura seulement l'ancienne valeur qui sera stockée puisqu'il n'y aura pas ensuite de nouvelle valeur puisque l'objet est supprimé. Ici on a un insert. À l'opposé, on aura seulement la nouvelle valeur qui sera conservée, puisqu'il n'y a pas d'ancienne valeur. Raise permet de rapporter des messages ou des erreurs. Et Security Definer précise que la fonction doit être exécutée avec les droits de l'utilisateur qui l'a créée. Donc, une fois qu'on a créé l'ensemble de la fonction qui va permettre de stocker l'ensemble des mises à jour qui ont été effectuées au sein des tables communes et interco de la BD tutoriel, on n'a plus qu'à l'exécuter pour la créer réellement. De la même manière qu'on a créé la séquence et la table auparavant, on clique sur exécute ou on fait F5. Donc là, je vais l'exécuter. Voilà. Et en effectuant un clic droit sur Trigger Functions, refresh, on constate que la fonction suivie mise à jour a bien été créée. Étape 7, création du trigger. Lorsque la fonction déclenchée par le trigger est créée, il reste à créer le trigger en lui-même et à lui attribuer les actions qui le déclencheront, ainsi qu'une table de rattachement. Donc de la même manière, dans une fenêtre SQL, on va écrire la requête pour créer le trigger. Les deux triggers s'appellent trigger suivi mise à jour commune et trigger suivi mise à jour interco. Ils sont respectivement rattachés aux tables communes et aux tables interco, ce qui signifie que ces deux tables déclencheront à chaque fois une fonction. Les actions de déclenchement sont insert, update et delete. Donc après chaque insert, chaque update, chaque delete, pour tous les rows, on exécute la fonction suivie mise à jour. Ainsi, tout type de mise à jour va déclencher la fonction et permettra une historisation au sein de la table suivie. On aurait pu créer des triggers qui se déclenchent sur un seul type d'action. On peut très bien créer un trigger qui n'a lieu que sur un update ou que sur un insert. On remarque que les deux triggers déclenchent la même fonction. Il n'est pas nécessaire de créer une fonction pour chaque trigger, puisque dans notre cas, on souhaite réaliser strictement les mêmes actions
à chaque mise à jour. Si on avait voulu créer qu'il se passe des choses différentes à chaque déclenchement, en fonction de la table impactée, on aurait dû créer des fonctions différentes. Donc, une fois qu'on a créé ces deux triggers, en tout cas qu'on a rédigé la création des deux triggers, on les exécute pour les créer réellement. Donc, soit on appuie sur exécute, soit on clique sur F5. Et si on va dans la table commune et dans les triggers, on constate qu'il a été créé. Et si on va dans Interco Trigger, on constate qu'il a été créé. Étape 8, vérification du bon fonctionnement de l'historisation des mises à jour et donc des triggers. Afin de tester le bon fonctionnement de l'historisation des mises à jour au sein de la BT tutoriel pour les deux couches SIG commune et interco, et donc du bon fonctionnement des triggers et de la fonction qu'ils déclenchent, nous allons tester les trois types d'actions possibles, Insert, Update et Delete. Ces modifications peuvent être faites directement, uniquement dans PostgreSQL, mais pour une meilleure visibilité, nous le ferons dans le logiciel SIG QGIS. On va donc ouvrir les deux couches commune et interco. On va d'abord réaliser une action de type Insert. Donc on bascule la couche commune en édition. On va créer un polygone, n'importe lequel, hein, c'est juste un test. Hop, on va lui donner des valeurs. Je valide. Et j'enregistre la mise à jour en sortant du mode édition. On va ensuite créer une action de type Update pour tester la mise en place du trigger de type Update. On va donc basculer en mode édition sur la couche Interco, histoire de changer de table et tester l'autre table. On va ouvrir les données et on va modifier une valeur. On va par exemple modifier la population. Peu importe la valeur prise. Et on va donc enregistrer la mise à jour en sortant du mode édition. On va ensuite tester une action de type Delete sur la couche commune en la basculant en mode édition et on va simplement supprimer le polygone qu'on avait préalablement créé en test. Donc je supprime, je sors du mode édition et j'enregistre. Dans PostgreSQL et notamment via pgadmin, on va visualiser les données de la couche suivie. Alors pour ce faire, on a plusieurs possibilités. Soit on effectue un clic droit et on fait View Data, voir tous les rows ou voir tous les 100 premiers ou les 100 derniers. Dans notre cas, on en a normalement 3, donc on va voir tous. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, on a une autre possibilité, c'est d'effectuer une sélection de type une requête de type Select. Voilà. Et on lui demande de sélectionner tous les champs de la table suivie. Si on exécute la requête de la même manière, il va lister l'ensemble des objets de la couche suivie. On constate donc qu'on a bien une entrée qui correspond à chacune des actions qu'on a réalisées, qui viennent donc bien d'être réalisées les unes à la suite des autres. On a la date et l'heure. On sait qu'elles ont été réalisées dans le schéma public, soit sur la couche commune, soit sur la couche interco. On était toujours avec l'utilisateur Postgre. On a donc sur la couche commune une action de type insert. On peut voir, il n'y avait pas de data à l'origine vu que c'est une insertion. On a les nouvelles données ensuite qui sont listées. On a l'ensemble de la requête qui est détaillée là et l'objet qui a été concerné par la mise à jour, c'est l'objet dont l'ID est 16. On a ensuite bien sur la couche interco une action de type update avec les données qui ont été modifiées. Si on regarde dans le détail, hop, là, on avait une population à 13 456 et quand on regarde là, on a une population à 23 875. Ok. Et on a ensuite le détail de la requête et puis l'ID qui a été impactée par la mise à jour. Et enfin, dans la couche commune, on a bien un delete de l'objet numéro 16 qu'on avait préalablement créé. Étape 9, télécharger le code SQL complet du tutoriel. Si vous le souhaitez, ImpulseMap met à votre disposition le code SQL complet du tutoriel. Alors pour le retrouver, il faut que vous alliez voir notre tutoriel en version web, donc sur le site ImpulseMap, dans la section bavardage cartographique où on retrouve l'ensemble de nos tutoriels. Vous allez trouver le tutoriel créer un trigger de suivi des mises à jour dans PostgreSQL et PostGIS. Et si on va dans le détail du tutoriel et qu'on descend à l'étape 9, télécharger le code SQL complet du tutoriel, vous trouverez ici un lien vous permettant de récupérer
le code SQL. Il vous suffit ensuite de l'enregistrer et de le réexploiter. Étape 10 de l'utilisation de données personnelles. Au sein de ce tutoriel, nous avons créé un trigger qui permet de stocker l'historisation des actions ayant eu lieu sur les tables d'une base de données. Nous avons notamment pris le parti d'enregistrer l'utilisateur qui effectue chaque action, car nous souhaitions être exhaustifs dans l'ensemble des fonctionnalités présentées. Mais stocker l'utilisateur qui a effectué les mises à jour présente parfois un intérêt de démarche qualité, mais cette utilisation doit être encadrée. Vous devez, si cet utilisateur base de données peut être rattaché à une ou plusieurs personnes, effectuer une déclaration auprès de la CNIL, puisqu'il y a un traitement de données personnelles, et avertir vos utilisateurs que leurs actions feront l'objet d'un traitement. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site web de la CNIL, www.cnil.fr. Ce tutoriel est maintenant terminé. Des triggers permettant d'historiser les mises à jour et leurs détails effectués au sein d'une table d'une base de données PostgreSQL PostGIS ont été créés. Ce tutoriel a été réalisé avec les logiciels PostgreSQL en version 9.6, son extension spatiale PostGIS en version 2.3 et le logiciel SIG QGIS 2.14.9 en version donc SN. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites www.postgres.org ou www.postgis.net ou qgis.org. L'idée de la réalisation de ce tutoriel nous est venue suite à un échange avec un client qui nous a interrogé sur son envie de pouvoir effectuer un suivi des mises à jour effectuées au sein de sa base de données SIG. Si vous aimeriez que nous traitions pour vous un sujet, une problématique qui pourrait vous aider, n'hésitez pas à nous contacter et à nous soumettre votre besoin. Si nous le pouvons, nous y répondrons. Vous trouverez plus de tutoriels SIG sur le site d'ImpulseMap, www.impulsemap.fr dans la rubrique bavardage cartographique. Vous trouverez aussi plus d'informations sur nos prestations SIG et nos formations SIG, donc de cartogérance, d'ingénierie, de conseil ou de formation, dans les rubriques nos prestations SIG et nos formations SIG. N'hésitez pas à nous contacter sur www.impulsemap.fr dans la rubrique Contact si vous souhaitez notamment qu'on vous aide pour mettre en place une prestation SIG ou pour réaliser un tutoriel. Et puis sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un Google+, et une page LinkedIn.